Bonjour et bienvenue à tous pour cette édition spéciale assez importante de Moi Femme sur Dash News. Nous parlons de santé mentale et peut-être vous ne le saviez pas, pourtant selon les révélations de l'Organisation mondiale de la santé, 85% des Africaines atteintes de troubles de la santé mentale n'ont pas accès aux soins. Et on parle ici d'un peu plus de 66 millions de femmes sur le continent africain. Nous évoluons malheureusement dans un contexte où l'accès aux spécialistes n'est pas la chose évidente. Alors, certaines, pour éviter ce casse-tête, ont trouvé l'alternative. Elles ont décidé de briser le silence, de parler, mais pas à n'importe qui, à leur coiffeuse. Dans cette édition de Moi Femme, nous allons retrouver dans une poussière de secondes deux femmes, deux visages que j'aurai le plaisir de vous présenter. Voilà, nous sommes de retour sur Dash News et je vous le disais, échange cette semaine avec deux invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le docteur Aurore Zesse. Elle est psychiatre en service à l'hôpital Akintini de Douala. Nous sommes dans la capitale économique du Cameroun. Bienvenue, docteur. Merci. Avec vous, on va essayer de comprendre cet enjeu social qu'est la santé mentale sur le continent africain. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est difficile d'avoir accès aux psychiatres ou bien aux psychologues, toujours étant des spécialistes de la santé mentale. On va essayer avec vous d'éclairer la lanterne des téléspectatrices qui nous regardent sur ce qu'il y a lieu de faire peut-être pour prévenir, parce qu'on peut aussi prévenir les maladies, les troubles de la santé mentale. Donc, on aura le temps de revenir là-dessus. Nous mettrons d'abord le cap sur Abidjan. On nous attend également avec beaucoup de plaisir. On aura le plaisir d'accueillir Leila Mabou, qui est établie désormais à Abidjan. Elle est la promotrice de chez Leila. C'est un salon de coiffure situé tout de même dans le premier arrondissement de la capitale économique du Cameroun, aujourd'hui établie du côté d'Abidjan. Elle est la présidente directrice générale de Ingara Services. Elle a troqué son tablier de coiffeuse à celle de présidente directrice générale et son entreprise est spécialisée dans la distribution des consommables médicaux et des équipements de protection individuelle. Leila Mabou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Adrienne, merci de m'avoir conviée à cet échange et je suis ravie d'être avec vous depuis Abidjan. Voilà, Leila, avant de revenir sur le cœur même de notre échange, je propose qu'on s'intéresse un peu au projet initié par la Blue Mind Foundation. En fait, nous parlons ici, nous faisons un focus sur ces expertes en soins capillaires qui contribuent parfois sans même le savoir à la santé mentale de leurs clientes. Un rôle sous-estimé selon les spécialistes. Elles sont à même d'offrir un soutien émotionnel, une écoute attentive et des conseils pratiques qui peuvent aider à améliorer la santé mentale de leurs clientes. Dans ce reportage de Larissa Liban, vous verrez que la Blue Mind Foundation a initié depuis quelques années, notamment en Afrique subsaharienne, la formation de coiffeuses à travers le projet Heal by Hair, faisant de ces dernières des relais entre les clientes et les spécialistes de la santé mentale. Je vous propose de regarder. Elles, ce sont des coiffeuses. Si elles sont souvent considérées comme des experts en beauté capillaire, leur rôle dans la santé mentale est indéniable selon les experts. Ici, ce sont des dizaines de coiffeuses professionnelles et autodidactes âgées en moyenne de 30 ans. Pendant 3 jours dans la capitale économique du Cameroun, elles vont bénéficier d'un accompagnement d'experts et vont être formées aux notions de premier secours psychologique. Issues des quartiers populeux de la ville de Douala tels que Bépanda, Niobel et Brazzaville, elles pourront désormais offrir à leurs clientes souffrantes un soutien émotionnel, une écoute attentive et des conseils pratiques liés à leur santé mentale. Selon le docteur Christian Eyoum, médecin psychiatre, 110 millions de personnes en Afrique souffrent de problèmes mentaux et 65 à 70% sont des femmes. Des statistiques qui suivent une certaine logique compte tenu de leur quotidien. On s'est rendu compte que nos femmes passent en moyenne 3 heures, 3 à 4 heures le mois chez leur coiffeuse, mais qu'en plus de ça,
elles ont des sujets de conversation avec leurs coiffeuses qui concernent notamment leur vie privée. Et souvent, c'est dans la demande de conseils, c'est dans la demande d'accompagnement. Et donc, on s'est dit que si cette niche a été attaquée, si les coiffeuses qui ont accès au corps, qui ont accès à l'intimité, qui sont même capables, avec leur coiffure, de cacher un bleu, de cacher une cicatrice, sont capacités dans l'écoute, la reconnaissance, l'observation et l'orientation efficace des femmes en souffrance, on aura quand même atteint quelque chose. Vous voyez, avec tous ces aspects préalables, vous comprenez que l'impact d'une formation des coiffeuses ne va pas s'arrêter simplement à leur faire visiter la santé mentale, mais va aller jusqu'à leur donner l'outillage pour vraiment reconnaître et parvenir à bien orienter la femme en souffrance. Selon un constat fait par les médecins, les femmes passent en moyenne 3 à 4 heures le mois dans les salons de coiffure, suffisamment pour ces coiffeuses ambassadrices de sensibiliser leurs clientes. Outillées et prêtes à sauver des vies, elles optent désormais pour une nouvelle approche dans l'accompagnement de leurs clientes. Avant de venir de participer en tant que future ambassadrice, comme je ne savais pas, je n'avais pas d'attention à mes clientes. En fait, c'était plus travailler, me faire de l'argent. Mais déjà, cette formation m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Il faudrait écouter, il faudrait observer, il faudrait être plus attentif à nos clientes, particulièrement mes clientes à moi. Essayer de, si elles sont en détresse, essayer vraiment de les apporter du secours pour pouvoir les orienter dans des centres sociaux, dans les hôpitaux, les mettre en contact et être là pour elles. Pour le docteur Ayoum, c'est un devoir, voire une nécessité, d'apporter une aide psychologique à ces femmes qui représentent 52% selon les statistiques de l'Institut national de la population totale du pays. Les coiffeuses peuvent donc contribuer à améliorer la qualité de vie de leurs clientes avec des effets positifs sur leur santé mentale à long terme. Leïla Mabou, comme vous l'avez certainement compris à travers ce reportage de Larissa Libom, grâce à ce projet, 65 Camerounaises coiffeuses ont été formées et sont à même aujourd'hui, au-delà d'écouter les confidences de leurs clientes, de les aider à les guider. C'est pour ça qu'on parle désormais des coiffeuses relais, parce qu'elles sont passées par une étape de la formation et elles sont à même aujourd'hui, ou bien elles sont capacitées à diriger les clientes vers des spécialistes qui sont mieux formés et mieux placés pour prendre en charge celles qui ont vraiment besoin d'avoir accès à un traitement. Comment sont vos relations avec les clientes? Elles deviennent intimes dès le premier contact, ou comment est-ce que ça se passe? Parce qu'il faudrait rappeler que vous avez un peu plus de 15 années d'expérience dans le secteur de la coiffure. Parlant de mes relations avec mes clientes, j'avoue que j'ai toujours eu de très bonnes relations avec mes clientes, mais il faut avouer qu'il y a des moments que ce n'est pas évident avec certaines clientes, pour une raison ou pour une autre. Vous le savez très bien, ce n'est pas évident de gérer les humeurs de beaucoup de personnes, mais à la fin, on s'entend toujours. Et la plupart ne deviennent pas intimes dès le premier contact, non, elles prennent le temps d'apprendre qui est ma coiffeuse, et quand elles se sentent à l'aise, elles deviennent intimes tout naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui est forcé ou quoi que ce soit. Donc c'est avec le temps. Dès qu'elles se sentent à l'aise, elles deviennent intimes. D'après vous, Leïla, les clientes qui se confient prennent d'abord le temps de connaître leur coiffeuse, ou bien le cadre, le confort d'un salon de coiffure peut amener à la confidence tout naturellement? Parlons de la confidence des clientes dans les salons de coiffure. Je dirais que la plupart prennent le temps de connaître la coiffeuse avant de se confier, mais il y a quelques-unes, elles le font tout simplement parce qu'elles ont envie d'être écoutées. Je dirais que elles veulent se décharger d'un fardeau, si je peux dire ça ainsi, mais ce n'est pas toujours la meilleure méthode. Je dirais qu'il faut toujours chercher à connaître quelqu'un avant de se confier. Voilà. C'est très important pour moi. On ne se lève pas un matin, on se confie parce qu'il faut le faire. Non.
Lorsque vous devenez alors cette confidente, il vous arrive de donner des conseils? Oui, bien évidemment que la plupart des clientes qui se confient à moi, j'ai l'habitude de donner les conseils. Donc, ce que je peux donner comme conseil, je le fais. Et puis, sans prétention aucune, je donne toujours de très bons conseils. Le positif, il faut être calme avant de prendre une décision. Il ne faut pas garder la rancune. Il faut prendre le temps de bien réfléchir. Parce que sur le coup, la personne est tellement énervée quand elle est en train de t'expliquer le problème. La plupart ont déjà pris des solutions dans la colère. Il n'y a aucune bonne solution qu'on peut prendre dans la colère. Pour prendre une bonne solution, il faut se vider de cette colère. Il faut être calme. Quand tu es calme, tu vas mieux réfléchir. Donc voilà les conseils que j'ai l'habitude de donner à mes clientes qui se confient à moi, parce que, comme je dis toujours, chacun marche avec son sac des problèmes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être confronté par exemple à une cliente qui ne désire plus revenir dans votre salon de coiffure parce que peut-être elle a trop parlé, elle s'est confiée et peut-être vous n'avez pas su garder le secret? Non. Je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation où la cliente n'est pas revenue parce qu'elle a senti qu'il n'y avait pas de discrétion par rapport à ce qu'elle a eu à m'expliquer ou pas. Elle peut ne pas revenir pour une raison ou pour une autre, mais ça ne peut pas être ça la raison. Ça ne peut pas être ça la raison. Parce que je dis toujours, si quelqu'un vient se confier à vous, c'est parce que la personne vous fait confiance. Donc, en retour, il faut être discret et il faut respecter la vie privée de cette personne. D'après vous, pensez-vous que un salon de coiffure est un lieu idéal où les femmes se retrouvent pour peut-être déverser un trop-plein, un lieu qui est synonyme d'exutoire pour ces dernières, vous, de par votre expérience? Vous le pensez? Bon, je dirais que le métier de coiffeuse n'est pas assez valorisé, mais c'est pas partout. Ça reste ici chez nous, sur d'autres continents, on respecte bien ce métier. Par contre, ici chez nous, d'autres te diront être coiffeuse, c'est parce qu'elle a raté sa vie. C'est vraiment dommage, mais bon. Parlons notamment du métier de coiffeuse. Aujourd'hui, avec l'expérience ou le projet porté par la Blue Mind Foundation, on voit une forme de valorisation et on attribue une casquette qu'on ne voyait pas forcément, celle de relais entre spécialistes et clientes. C'est une casquette qui donne un peu, qui valorise un peu plus le métier de coiffeuse. Mais à proprement parler, avez-vous le sentiment qu'en Afrique subsaharienne ou bien sur le continent africain même, le métier de coiffeuse est assez valorisé? Merci Adrienne de m'avoir invitée sur votre plateau. Leïla, merci de vous être prêtée à ce jeu, première partie de cette émission. Il était capital justement de faire le point puisque le focus de cette édition, une édition, je l'ai dit à l'entame, inédite qui est focalisée sur le métier de coiffeuse et les salons de coiffure comme des lieux refuges, des lieux de confidence pour des femmes qui, sans même parfois le savoir, que ce soit la coiffeuse ou la cliente, le fait de parler arrive
extérioriser un mal-être. Et vous, les coiffeuses, vous êtes là, toujours avec cette oreille attentive. Et désormais, au Cameroun, on a 65 coiffeuses formées grâce à la Blue Mind Foundation qui peuvent servir de relais entre clientes et spécialistes. Leila Mabou, merci de vous être prêtée à ce jeu. Merci d'avoir répondu à nos questions et j'espère qu'on vous retrouvera très prochainement sous le ciel du Cameroun. Pourquoi pas, parce que c'est votre terre natale. Merci Leila Mabou. Voilà, nous sommes de retour en présentiel et c'est avec plaisir que je vais me retourner vers le docteur Aurore Zesse. Docteur Aurore Zesse, avant d'entamer, je tiens à préciser, au départ de ce projet Heal by Hair, porté par la Blue Mind Foundation, le projet avait un objectif de 65 coiffeuses et au finish, celles qui sont capacitées aujourd'hui et actives dans la ville de Douala, ou notamment dans le littoral peut-être, sont au nombre de 16. Donc, dans la capitale économique du Cameroun, on a 16 coiffeuses capacitées aujourd'hui à servir de relais entre leurs clientes et les spécialistes. Là, je rappelle simplement le thème de notre émission de Moi Femme de cette semaine. Nous parlons de santé mentale, mais nous avons fait un focus sur les salons de coiffure, le rôle des coiffeuses dans le bien-être des Africaines qui trouvent en ces salons de coiffure des refuges, des lieux où se passent toutes les confidences. Je vous épargne. On y va, il n'y a pas de sujet tabou le plus souvent dans les salons de coiffure. Docteur Zesse, revenons un peu sur les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. 66 millions d'Africaines atteintes de troubles de la santé mentale, mais c'est énorme. C'est un problème de santé publique. Effectivement, l'OMS a recensé 110 millions de personnes atteintes de santé mentale dans le monde, en Afrique, et parmi le rang desquelles 66 millions de femmes. La santé mentale est un vrai problème de santé publique aujourd'hui parce qu'elle va atteindre toutes les sphères de la société. Toutes les classes sociales sont atteintes par des problèmes de santé mentale et les problèmes incriminés sont de plusieurs ordres. Il y a des maladies mentales, mais on a aussi des troubles de l'addiction qui se font rage dans la jeunesse camerounaise aujourd'hui. On a d'autres troubles, on a des troubles de l'épuisement au niveau professionnel. Tous ces soucis font partie du spectre de la santé mentale et donc créent une population cible vaste. Est-il évident pour la spécialiste psychiatre que vous êtes de se faire entendre dans un contexte où la maladie mentale est étroitement liée à la superstition? De par l'histoire même de la psychiatrie, la superstition a toujours fait partie en fait de l'histoire de la psychiatrie, chez nous comme ailleurs. La maladie mentale a souvent été associée à des problèmes religieux, à des problèmes un peu spirituels, à des problèmes un peu mystiques comme ça. Mais aujourd'hui, de plus en plus, avec tout le travail qui est fait au niveau des médias, comme chez vous, au niveau de l'éducation, des coachs sociales, au niveau de la formation même des médecins, on se rend davantage compte que la santé mentale, que les troubles mentaux sont des maladies comme les autres et doivent être prises en charge. Cette prise de conscience se fait de plus en plus dans la société, dans la population. C'est la raison pour laquelle à l'hôpital La Quintinée, par exemple, on a entre 4 000 et 6 000 consultations par an. Par an, c'est énorme. Dans le service de santé mentale. Donc dire qu'il y a une prise de conscience du problème et les populations vont vers les services de santé pour prendre en charge leurs problèmes de santé mentale. Les statistiques, au-delà des statistiques, on a aussi la question de l'accès aux soins. Parce que si on parle d'un peu plus de 66 millions d'Africaines qui ont des troubles de la santé mentale, 85% n'ont pas accès aux soins. Effectivement, l'accès aux soins en Afrique subsaharienne et au Cameroun en particulier reste un véritable challenge pour le ministère de la Santé publique.
ceci est vrai pour d'autres pathologies, mais c'est d'autant plus vrai pour la santé mentale, étant donné qu'en termes de médecins psychiatres, par exemple, on a très peu de psychiatres au Cameroun. Oui, si on prend le cas du Cameroun, voilà, on parle d'un peu moins de 20 spécialistes, psychiatres, oui, au Cameroun. Les grands nombres sont concentrés entre Yaoundé et Douala, les principales villes du pays, et c'est dommage. Et si on revient un peu sur les statistiques de l'OMS, normalement l'OMS recommande un psychiatre pour 5000 personnes. Mais nous sommes dans un contexte où on a un psychiatre pour 500 000. C'est dire le gap. Effectivement, le gap est important. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on continue à faire des campagnes. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le ministère de la Santé actuellement, à travers la sous-direction de la promotion de la santé, la sous-direction de la santé mentale, veut amener les soins psychiatriques au niveau des soins primaires. Que vraiment la maladie mentale, la santé mentale ne soit plus que le problème du spécialiste, mais que ce soit pris en charge au niveau des relais communautaires, au niveau du médecin généraliste, qu'à tous les étages de la pyramide de la santé, on puisse reconnaître, identifier et même vous prendre en charge un problème de santé mentale. Maintenant, si on parle de la disponibilité des spécialistes, peut-être cela ne relève pas de vous, mais est-ce que le problème ici, c'est la formation? Est-ce qu'il n'y a pas assez de psychiatres formés dans le pays ou bien beaucoup choisissent de l'immigration? Ce que je peux dire à mon niveau, en fait, c'est qu'il y a un gap dans la formation déjà. Parce que la formation de médecin psychiatre au Cameroun, elle a eu quelques années de retard par rapport aux autres spécialistes. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de psychiatres formés. Et je pense que l'État camerounais, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, essaye de corriger ce gap en formant davantage de psychiatres à chaque promotion, parce que ça prend aussi du temps. On ne forme pas un psychiatre en une année. C'est 7 années de médecine générale, plus 4 années de spécialisation. Donc, vous voyez que énorme, pour former un psychiatre, ça prend du temps. Ça demande beaucoup de temps. Et après, il faut faire des spécialisations, des sous-spécialisations pour apporter le meilleur dans la prise en charge de nos populations. À regarder la population affectée par les problèmes de santé mentale, les femmes sont généralement les plus touchées. Est-ce qu'on peut revenir sur le pourquoi de ce sentiment? Si c'est d'abord fondé, et maintenant, quelles sont les raisons? Si on s'en tient aux statistiques qu'on reçoit, par exemple, de l'OMS, on va vous dire sur 110 millions, on a 66 millions de femmes. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a plus de femmes atteintes. Mais il faut revoir, il y a plusieurs explications possibles à ce phénomène. On peut avoir une explication purement statistique du fait que dans notre contexte, les femmes sont plus proches des services de santé en général que les hommes, parce qu'elles font les CPN, elles amènent les enfants en consultation. Donc il y aura beaucoup plus de femmes en consultation souvent que d'hommes. Mais aussi, d'un point de vue de notre culture, la femme, elle est beaucoup plus exposée à la charge. La charge que la femme d'aujourd'hui doit porter. Vous parlez là des facteurs. Des facteurs, voilà, des facteurs de risque. Il y a beaucoup plus de facteurs de risque liés à la femme. Il y en a aussi chez les hommes, mais il ne faut pas, il y a quand même 55 les hommes ont aussi la même pression peut-être du quotidien. Mais, voilà, aujourd'hui, une femme doit être multicasquette, comme on a dit. On fait les journées de la femme, on parle de digitalisation, de polyvalence de la femme. Mais cette polyvalence, elle vient avec une charge émotionnelle, une charge mentale qui est importante et qui peut entraîner des souffrances. Parce qu'il y a le volet maternel, c'est une mère, c'est une épouse, c'est une travailleuse qui a aussi des obligations sociales au même titre que les hommes. Et puis, il y a toute cette charge mentale, tout cet épuisement qui va favoriser la survenue de troubles mentaux chez les femmes. Pour préserver sa santé mentale, on entend régulièrement dire « parler ». Il faut parler. Est-ce si important? Il faut extérioriser, oui. Il faut extérioriser, je ne veux pas dire forcément parler c'est bien, mais il faut aussi
avoir une oreille qui écoute. Mais il faut réussir à extérioriser notre mal-être. Il faut réussir à ressortir tout ce qui nous empêche en fait d'être bien. Tout ce qui nous empêche d'avoir le bien-être. Parce que quand on parle de santé mentale, on parle de bien-être. Et cette extériorisation, oui, elle peut se faire au travers de la parole, en discutant avec les autres. Mais il y a plusieurs autres façons d'extérioriser. On peut faire du sport, on peut pratiquer des médecines un peu, comme on dit, alternatives dans le yoga, dans tout ce qui concerne le bien-être permet d'extérioriser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va parler des salons de coiffure, des salons d'esthétique, parce que ce sont des endroits qui favorisent le bien-être de la femme comme de l'homme, de la personne qui y va en fait. Et donc tout ce qui favorise notre bien-être permet d'extérioriser les choses qui nous mettent mal et donc nous permet d'avoir une meilleure santé mentale. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez préconiser, docteur, aux millions de femmes qui nous regardent? Les hommes aussi sont concernés. Qu'est-ce que vous pouvez préconiser, disons-le simplement, aux téléspectateurs qui nous regardent pour préserver justement cette santé mentale-là? Préserver sa santé mentale, on va parler d'avoir une bonne hygiène mentale. L'hygiène mentale, elle va passer par reconnaître, se reconnaître déjà soi-même. C'est comme se prévenir le paludisme aussi? Oui, on prévient les troubles de santé mentale en essayant justement, comme j'ai dit, d'avoir une bonne hygiène mentale. Ça passe par des horaires de sommeil réguliers, c'est très important parce qu'on a tendance à négliger notre temps de sommeil, ce qu'il ne faut pas faire. Ça passe par une bonne hygiène alimentaire, manger équilibré, on en parle, mais c'est important aussi bien pour votre santé cardiovasculaire que pour votre santé mentale. Une bonne hydratation, éviter des endroits de stress importants, des endroits très bruyants. Il faut éviter ce genre de milieu sur des longues périodes. Il faut avoir des activités qui nous permettent de nous relaxer, qui nous permettent de nous détendre. On parlait de tout ce qui est du champ du bien-être. Il faut pouvoir avoir des personnes avec qui on peut discuter. Il faut socialiser. Aujourd'hui, on a tendance à reléguer le social au second plan avec les médias, les réseaux sociaux et tout ça. Pourtant, il faut socialiser, il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut quitter derrière le petit écran, avoir le contact physique avec les autres. Il faut pratiquer une activité physique régulière. Ça nous permet aussi de produire des bonnes hormones, des hormones du bien-être. Si on parle, est-ce qu'il y a des prédispositions, par exemple, notamment de par la génétique, à avoir des troubles de la santé mentale? Est-ce que c'est héréditaire? Ça veut dire, quels que soient les efforts que je ferai pour préserver ma santé mentale, mais ma génétique dit clair, je vais peut-être être, on est déjà peut-être dans l'ordre de la dépression, de la maladie. Oui, de la maladie. Est-ce que la génétique nous prédispose à faire cette maladie-là? Effectivement, on a des prédispositions génétiques. On ne va pas parler d'hérédité parce que ce n'est pas aussi systématique. Ce n'est pas dès que la maman a... Mais les maladies mentales ont un caractère familial. En général, lorsqu'une personne dans la fratrie ou dans la famille est atteinte de maladie mentale, il y a un risque plus accru pour les autres de la fratrie de développer la maladie. Pourquoi? Parce qu'on vit, on côtoie le malade ou non, pourquoi? Pas parce qu'on côtoie le malade, mais parce qu'en général, les personnes d'une même fratrie, déjà génétiquement, elles ont des prédispositions génétiques, mais aussi quand on est de la même fratrie, on vit souvent dans le même environnement, on est souvent exposé aux mêmes facteurs de stress et aux mêmes facteurs de risque qui peuvent favoriser la survenue de maladies. C'est pour cela qu'on insiste quand même sur la nécessité d'avoir une bonne hygiène mentale. Ça pourrait éviter la survenue ou alors retarder la survenue des maladies mentales. C'est-à-dire que normalement, chaque famille devrait avoir la culture d'aller chez le psy pour peut-être détecter depuis peut-être l'enfance ou peut-être questionner le passé de la famille. Si on reste dans la logique de la prévention. Oui, si on reste dans la logique de la prévention, tout le monde ne peut pas aller chez le psy. On a vu tout à l'heure qu'en termes de capacité, on n'a pas suffisamment de personnel pour pouvoir recevoir tout le monde. Mais chacun à son niveau, dans chaque famille, on devrait déjà essayer d'avoir ce dont on parlait, d'avoir une bonne hygiène mentale. Il faut, dès la plus tendre enfance, apprendre aux enfants à ne pas rester tout le temps
devant les écrans, par exemple, ça c'est de l'éducation. Ça s'apprend à la maison, ce sont les parents qui doivent le faire. Il faut apprendre aux enfants, il faut mettre les enfants au sport très jeunes pour que plus tard ils continuent à la pratiquer. Les règles d'avoir de la bonne hygiène alimentaire, ça s'apprend à la maison. Donc chaque famille devrait essayer d'inculquer des bonnes règles aux enfants, parler aux enfants des addictions très tôt, pour éviter qu'à l'adolescence, ils ne soient entraînés par les amis, par l'entourage dans les addictions. Tout ça, c'est le travail de la famille. Ça peut se faire en famille sans avoir besoin d'aller forcément voir un spécialiste de la santé mentale. Mais effectivement, si vous avez déjà dans la fratrie une personne qui est malade et que vous avez un doute sur la santé d'une autre personne de la fratrie, il serait idéal d'aller consulter précocement pour préserver sa santé mentale et ne pas arriver à la maladie mentale. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'aller chez le psy, je préfère le dire comme ça, c'est élitiste? Et c'est une croyance en Afrique subsaharienne. Oui, c'est vrai qu'au Cameroun, on continue à penser que ça, c'est les choses des autres. Mais je leur dirais que non. Nous, dans notre service, et comme je l'ai dit au début de ma prise de parole, la santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. Ça concerne toutes les classes sociales. Il n'y a personne qui est exempt, qui va dire « je ne serai jamais malade, je ne pourrai jamais développer un trouble de santé mentale ». Parce que l'un des plus gros facteurs de risque aujourd'hui, c'est le stress. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Cameroun aujourd'hui qui peut dire « je ne suis jamais stressé ». Ce n'est pas possible. Donc, si vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire « je ne serai jamais malade ». C'est l'affaire de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle on veut ramener les soins de santé mentale aux soins de santé primaire pour vulgariser l'accessibilité, que tout le monde puisse y avoir accès. Et aujourd'hui, on a des psychiatres, des psychologues, des psychomotriciens à l'hôpital La Quintini de Douala. Je ne pense pas que ce soit un hôpital élitiste. Dans tous les cas, on est toujours bouche bée face au travail que vous accomplissez, vous abattez sur le terrain. Nous enregistrons cette émission au lendemain de la journée du travailleur, c'est-à-dire au lendemain du 1er mai. Et il y a une catégorie de travailleurs qu'on a tendance à oublier, pas forcément en Afrique, mais partout à travers le monde, les femmes au foyer. Et il faut dire que ce n'est pas parce qu'elles sont femmes au foyer qu'elles ne sont pas sujettes à des troubles de la santé mentale, encore qu'elles portent la famille au quotidien, au même titre que celles qui travaillent, mais ce sont des femmes qui parfois ne parlent pas et qui subissent. Comment arriver justement à amener ces dernières à prendre conscience de la nécessité de préserver justement cette santé mentale-là? Parce que le plus souvent, elles vont porter toute la famille, mais elles n'arrivent jamais à penser à elles. Les femmes au foyer sont aussi des femmes qui... Parce que quand on dit femmes au foyer, elles écoutent les médias. Et c'est pour ça d'ailleurs que malgré les emplois de temps, malgré toute la charge de travail, on se prête à ce jeu de venir sur les médias, de parler de santé mentale pour vulgariser en fait la santé mentale. Que chacun chez lui puisse savoir que est-ce que je suis dans un état de bien-être au travers de sa télévision? Est-ce que je me reconnais quand on parle de troubles? Je ne sais pas s'il y a une émission qui passe où on parle de dépression, où on parle de troubles bipolaires ou autres. Est-ce que je me reconnais un peu dans ce qui est décrit? Est-ce que je me reconnais lorsqu'on parle de l'hygiène mentale? Est-ce que je pense que j'ai cette hygiène mentale, que j'applique ces petites règles au quotidien? Et sinon, je peux aller rencontrer des médecins, je peux aller rencontrer un psychologue. Et donc, les soins sont accessibles. Chacun pour sa part peut faire cette petite introspection et elles peuvent se confier aussi. Les femmes, elles parlent. C'est pas parce qu'on est femme au foyer qu'on n'est pas sur Facebook, WhatsApp ou sur tous les autres réseaux sociaux. Voilà, mesdames et messieurs, si vous venez de nous joindre, vous êtes bien sur Dash News et c'est votre rendez-vous hebdomadaire Moi-Femme. À l'entame de cette émission, je vous ai parlé d'une édition inédite, assez importante, parce que nous parlons de santé mentale. Et qui dit santé mentale dit forcément écoute. Et si on évoquait justement la force de l'écoute en cas de prévention des troubles liés à la santé mentale? Il faut écouter, mais il faut savoir écouter.
d'accord. L'écoute doit être active. C'est une écoute, quand on parle d'écoute en santé mentale, c'est une écoute active. C'est une écoute dans laquelle la personne en face doit ressentir votre empathie. Doit ressentir que vous comprenez ou bien que vous êtes capable de vous mettre un peu à sa place pour comprendre le problème qu'il vous expose. Que vous ne le jugez pas. C'est une écoute dans laquelle il n'y a pas de jugement en fait. Que vous n'êtes pas en train de juger ce qu'il vous dit ou son comportement ou sa réaction. Vous ne vous positionnez pas aussi en tant que la personne qui écoute. Il ne faut pas se positionner en donneur de leçons, en donneur de conseils. Vous n'êtes pas forcé. Une écoute attentive, parfois, c'est une écoute qui peut être muette. Elle ne va pas suivre d'un conseil. On n'attend pas de vous que vous donniez directement les solutions aux problèmes. Mais il faut donner la capacité, il faut donner la possibilité, à l'autre de dire ce qu'il ressent vraiment, de se libérer, de s'ouvrir sans être jugé, avec beaucoup d'empathie. Si on s'appuie ou si on se focalise si on reste focalisé sur le fait que, par exemple, dans les zones reculées, forcément, on n'aura pas accès à un spécialiste si on a conscience même qu'on a un problème de santé mentale. Est-ce que le fait que certains trouvent refuge dans la religion est une solution? C'est une solution, oui. On va dire que ça peut être une solution. Vous savez, notre système culturel n'a pas attendu que la psychiatrie arrive au Cameroun. On avait déjà comment je vais dire ça, la société s'était déjà organisée. Les femmes, par exemple, puisqu'on parle des femmes aujourd'hui, avaient déjà pris un peu le pas sur la médecine en se regroupant en associations de femmes. Il y a beaucoup d'associations de femmes, parfois des associations de quartier, des associations par village d'origine ou bien par métier. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'associations et je pense que la plupart des femmes font partie d'au moins une association. Et au sein de ces associations, elles se regroupent par centre d'intérêt. Si on se regroupe, ici nous sommes des femmes au foyer, on se regroupe. Et là, elles ont des causeries. On crée sans le vouloir des sortes de groupes de parole où chacun peut exprimer ce qu'il ressent, peut exprimer son vécu. Et c'est très bien pris parce que vous parlez aux personnes qui vivent la même chose que vous. Donc les conseils qu'elles vont vous donner, ce sont des conseils pratiques, ce sont des choses qu'elles ont déjà eu à faire. Donc elles vous disent, oui, mais si ton mari fait ça, moi je te conseille de faire comme ça parce que c'est comme ça que j'ai fait avec le mien et j'ai eu des résultats. Si ton enfant il se comporte... Bref, vous voyez, ça crée des groupes de parole. Et dans ces groupes de parole, les femmes peuvent dire ce qu'elles ressentent, elles peuvent exprimer leur mal-être et recevoir de l'aide. Et c'est la même chose dans les églises aujourd'hui. Les pasteurs ou bien les imams ou les responsables de culte, on va dire ça comme ça, peuvent aussi avoir cette oreille attentive, peuvent aussi donner ce temps d'écoute pour que leurs fidèles, voilà, puissent venir et exposer leurs problèmes. Parce qu'il faut savoir qu'en général, les responsables de culte sont souvent impliqués dans les familles aussi. On les connaît, ils connaissent la famille, ils connaissent les enfants. Donc, ils savent un peu quelle est la dynamique de cette famille-là. Et c'est facile pour eux d'intervenir. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, se retourner soit vers des groupes de pairs, ça veut dire des femmes ou bien des personnes qui partagent nos mêmes centres d'intérêt, les groupes de femmes dont on a parlé, se retourner vers les groupes des leaders du culte lorsque ceux-ci sont formés, parce que dans la formation des théologiens, il y a quand même une partie un peu de psychologie. Lorsqu'ils sont formés, lorsqu'ils sont bien formés, ils peuvent être des bons sujets d'écoute. On peut se retourner aussi vers les aînés. Parce que c'était culturel. Quand on a un problème, on va voir nos aînés. Et les aînés, ils ont toujours une ébauche de solution au problème qu'on vient poser. Parlons de la prise en charge des affections mentales au Cameroun. Ce qui est fait actuellement, est-ce que c'est à même d'apporter des solutions efficientes dans le pays par rapport à la santé mentale, puisque nous sommes d'accord que les problèmes de santé mentale sont aujourd'hui des problèmes de santé publique. Est-ce que la prise en charge, vous avez parlé, par exemple, si on prend uniquement le cas de l'hôpital La Quintille de Douala, où on a 4000 patients reçus sur l'année, est-ce que ça apporte? Alors,
Donc, pour ce qui est de la prise en charge d'un problème dit de santé publique, il faut comprendre que c'est une prise en charge pyramidale. Il y a une prise en charge centrale par le ministère au travers des programmes, des programmes de vulgarisation, des programmes de promotion de la santé mentale. On a une prise qui ne va pas seulement s'arrêter au niveau des hôpitaux. La promotion de la santé mentale, ils vont aller vers les écoles, on va aller vers les autres professionnels que les professionnels de la santé et même vers d'autres professionnels de la santé hors spécialistes en santé mentale. On va aller vers toutes les couches vulnérables de la société, dans les prisons, dans les orphelinats. Voilà, on va aller vers toutes ces couches vulnérables de la société et vers des autres personnes qui sont sujettes à avoir des problèmes de santé mentale. Après cette prise en charge qui est santé publique, qui va aller vers le public, on a la prise en charge en milieu hospitalier. Et là, on a aussi les hôpitaux par catégorie. Là, à l'hôpital à Quintigny, par exemple, on va faire une prise en charge spécialisée de la santé mentale parce que, comme je vous ai dit, le service, il y a des spécialistes, psychiatres, psychologues et autres qui vont apporter aussi une ébauche de solutions. Ils vont résoudre les problèmes qui sont à même de résoudre. Là, on va parler vraiment beaucoup plus des problèmes de maladie. On est dans la maladie mentale. Ouais, on est déjà vraiment dans la maladie à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, la promotion aussi voudrait amener les soins au niveau primaire, à former des relais communautaires, des personnes qui, sans être forcément des spécialistes de la santé, pourront avoir des capacités à aller vers la population, au contact direct de la population, pour identifier un peu comme ces coiffeuses, un peu comme les coiffeuses qui ont été formées, en fait, sont des relais de santé communautaire qui vont vers la population, identifient les problèmes et orientent les patients ou bien les clients ou les personnes qu'elles rencontrent dans la communauté vers des spécialistes. Et vous voyez que ce chemin-là permet déjà aussi d'éliminer un peu qu'est-ce qui n'est pas vraiment maladie, qu'est-ce qui est problème social, parce que il faut comprendre qu'en santé mentale, c'est une approche de la médecine qui est bio, psycho et sociale. Les problèmes sociaux peuvent entraîner des troubles de la santé mentale. Donc, la prise en charge au niveau social par les relais communautaires peut orienter vers le spécialiste de santé mentale, mais on peut aussi orienter vers l'assistance sociale qui peut résoudre le problème et la personne se sent bien. Vous voyez, donc, ils ont ce travail aussi de filtre un peu, on va dire, au niveau communautaire. Docteur Zesse, ma femme s'adresse particulièrement aux femmes, dans mon maman, et qui dit maman, dit enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, à une maman ou quelques conseils pour voir en tant que psychiatre, une maman, question d'éviter qu'un enfant, parce qu'on n'est pas, même dès l'enfance, on peut avoir des troubles de la santé mentale, comment aider une maman à accompagner? Est-ce qu'il y a un modus operandi? Ou bien, instinctivement, on a des tips qu'on va donner à un enfant pour favoriser son bien-être mental? Les conseils, je n'ai pas bien compris, les conseils qu'on peut donner à une maman pour l'éducation de son enfant. Surtout dans la préservation de sa santé mentale de l'enfant. On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de manuel pour être un bon parent. Voilà. D'accord. Être un bon parent, ça se fait tous les jours. On fait des erreurs, on s'améliore et c'est en fonction de notre enfant. Le même parent ne sera pas, une maman ne sera pas la même mère pour chacune de ses enfants. Elle va s'adapter un peu à l'enfant. Donc, ce qu'on peut donner comme conseil aux parents, c'est d'être à l'écoute de leurs enfants. Parce que les enfants aussi, ils savent dire quand ça ne va pas, ils savent dire quand ça va bien. Il suffit d'être à l'écoute, de leur accorder du temps. Il faut vraiment que chaque parent ait des moments, ce qu'on appelle en psychologie des moments de qualité avec ses enfants. Et dans moments de qualité, vous mettez justement quoi? C'est vraiment des moments où on est focalisé sur son enfant. Moments de qualité, vous mettez justement quoi? C'est vraiment des moments où on est focalisé sur son enfant. D'accord. Où l'enfant a l'impression d'être au centre de... C'est un moment d'échange avec l'enfant où on le met se met à sa hauteur pour écouter son vécu, parce qu'il a un vécu, même s'il est à la maternelle, il a un vécu de ce qu'il vit là-bas tous les jours, les personnes qu'il rencontre, ses relations avec les autres.
Il faut prendre le temps d'écouter nos enfants. Aujourd'hui, la société veut qu'on soit tout le temps en train de courir, qu'on soit tout le temps occupé. Mais chaque parent devrait trouver un temps pour ses enfants. Chacun de ses enfants. En fait. Parce que parfois, sans le vouloir... Certains troubles remontent à la petite enfance. Donc, il faudrait peut-être... On ne peut pas être parfait, mais on peut tendre vers cette perfection-là. Il faut avoir un temps pour les enfants. Il faut les écouter. Il faut avoir un modèle éducationnel. Vous devez savoir, en général, ce qu'on fait, c'est on reporte un peu ce qu'on a reçu comme éducation, on le reporte sur nos enfants. C'est comme un vase communicant, on reçoit de maman et on transmet aussi à nos enfants en fonction des résultats qu'on a obtenus. Il ne faut pas être dans le jugement. Un parent ne doit pas tout le temps se juger et se dire je ne suis pas un bon parent, peut-être que je ne fais pas comme les autres. On fait comme on peut. Si on fait des erreurs, on se relève. On est à l'écoute de nos enfants, on voit comment est-ce qu'ils réagissent. Et puis on voit s'il faut avancer, s'il faut reculer, s'il faut ajuster en fait dans la prise en charge, mais avoir des règles. Il est très important pour les enfants d'avoir des règles. On peut avoir des règles sans être forcément dans la dictature extrême, mais il faut structurer l'éducation de l'enfant, qu'il sache les limites qu'on lui impose et qu'il sache aussi qu'on l'aime. Il faut pouvoir le dire à son enfant. Arriver peut-être à réprimander un enfant tout en lui montrant je te réprimande parce que je t'aime. Parce que les enfants ont besoin de l'entendre aussi, c'est important. Et ça contribue à consolider leur personnalité. Je le dis parce que il m'arrive d'assister quand même à vos échanges et à vous côtoyer. On n'est pas spécialiste, mais on peut dire tout ce que vous dites des fois. Donc à vous côtoyer, on a quand même des tips et ça c'est l'avantage d'être partout parfois où vous êtes, où vous avez souvent des conférences, surtout quand on parle de la journée liée à la santé mentale. Donc lorsqu'on assiste aux conférences, on apprend beaucoup. Et l'erreur que certains parents commettent souvent, c'est cette logique de comparer les enfants. Il faut éviter ces comparaisons-là. Chacun est lui et on respecte la personnalité des uns et des autres. Docteur, c'était Docteur Aurore Zuteuse, psychiatre en service à l'hôpital Acadie de Douala. Docteur, merci d'avoir accepté d'être présente sur ce plateau. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est dit, ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette autre édition de Moi Femme sur Dash News. Nous allons parler de santé mentale, la nécessité pour chacun de préserver cette santé mentale-là. On évolue dans un contexte où l'accès aux spécialistes n'est pas la chose la plus évidente, mais il y a, comme vous l'avez pu le suivre, des moyens pour prévenir justement et protéger son bien-être mental. C'est dit, je vous donne un rendez-vous dans 7 jours, mais avant, je tiens à remercier Leila Mabou. Leila Mabou, merci de nous avoir ouvert vos portes du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc dans 7 jours, on parlera forcément d'autres choses. Les femmes seront toujours au centre de notre échange. Dans 7 jours, et comme j'aime à le dire, ça passe très vite. Akiba.